Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, m'a accepté gentiment de répondre à mes questions. Elle est auxiliaire de puériculture depuis 6 ans et elle a énormément d'expérience dans plusieurs secteurs hospitaliers. Donc elle va répondre aux questions que je vais lui poser pour vous aider à découvrir un peu plus le métier. On va commencer d'abord par une présentation. Donc déjà, merci Gaëlle d'avoir accepté d'être enregistrée et de témoigner. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le métier d'auxiliaire de puériculture et comment tu as eu l'idée de passer donc le concours à l'époque pour te présenter à l'école ? Donc bonjour à tout le monde. Donc j'ai découvert le métier. À la base, moi j'étais assistante de direction et à un moment donné dans ma vie, je n'aimais plus ce que je faisais, je me sentais plus à ma place. Du coup, j'ai décidé de faire un bilan de compétences et dans ce bilan de compétences, il est ressorti milieu médical. De base, je voulais faire infirmière et au final, le FONGECIF ne prenait qu'une année sur 3 et que comme j'ai des factures, un loyer à payer, je ne pouvais pas faire cette formation. Et la personne qui m'a fait le bilan de compétences m'a parlé de ce métier d'auxiliaire, etc. et d'être soignante. De là, elle m'a demandé de faire des recherches et donc j'ai cherché sur Internet. J'ai pas trouvé grand-chose à part tes vidéos à toi. Et j'ai du coup contacté des auxiliaires en milieu hospitalier pour connaître en fait ce qu'elles faisaient parce que pour moi l'auxiliaire c'était un métier qui ne se faisait qu'en crèche. Et du coup, j'ai contacté deux, trois auxiliaires qui m'ont expliqué leur métier et en fait, ça m'a parlé. Parce que moi, je préfère vraiment le contact à l'enfant. Je trouve qu'il est plus agréable. L'adulte, j'ai un peu plus de mal. Et du coup, de là, j'ai dit ok, ce métier-là me plaît. Et du coup, j'ai commencé à faire les démarches pour faire une demande de FONGECIF. J'ai passé 2 concours, un au Diaconesse sur Paris et un à Démini-Trou. Non, Chériou, à Vitry, et j'ai été prise dans les 2, et du coup j'ai choisi d'aller à Chériou parce qu'il avait bonne réputation. Et donc après j'ai passé mon concours. Moi j'avais pas les concours écrits parce que j'avais déjà un bac+2. Je n'ai fait que les tests psychotechniques de l'époque et un entretien oral. Oui, Voilà. donc maintenant, actuellement, c'est plus les mêmes conditions, donc ne vous inquiétez pas, celles qui écoutent, vous n'avez plus ça à faire. Non. Et puis du coup après je suis rentrée en formation et j'ai fait 10 mois de formation. Maintenant je crois que c'est un peu plus. Oui, maintenant c'est 12 mois. Voilà, et je suis sortie diplômée, j'ai fait... Et juste avant, alors là je te coupe juste là, Gaëlle, dis-moi comment ta formation, est-ce que c'est ce que tu attendais? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu as apprécié ton année de formation? Je sais que la plupart des élèves apprécient leur année de formation, mais ça peut arriver que non, il peut y avoir d'expériences différentes. Comment t'as vécu ton année de formation? Est-ce que t'as préféré la théorie, la pratique? Comment t'as ressenti ton année de formation? Alors j'ai trouvé ça très dur parce que quand on a travaillé longtemps et d'un coup on se retrouve à retourner sur les bancs de l'école, rester assis toute une journée, c'était pas simple. Hein. Je comprends. Donc fallait rester assis, concentré. Donc c'était un peu compliqué au début cette partie-là et après j'avais un très bon groupe dans ma session. Il y avait une bonne ambiance, les profs étaient super sympas, elles étaient quand même très rigoureuses d'eux. Et avec le recul, je me rends compte qu'elles avaient raison parce que à l'hôpital, il faut quand même une rigueur. Et je regrette pas qu'elles étaient très carrées en fait. Donc moi, j'ai adoré ces 10 mois de formation. Ça m'a appris plein de choses sur moi. Et les stages, moi j'ai des collègues de l'IFAS. Elles ont eu beaucoup plus de difficultés dans certains stages parce que malheureusement, il y avait des tutrices pas très sympas. Moi, j'ai pas eu cette problématique-là. J'ai eu à chaque fois de très bons stages. Donc après, faut pas se dire ma collègue elle est partie dans ce stage-là, moi j'y vais, ça s'est mal passé. En fait, ça va dépendre de toi et de ta personnalité quoi. Oui, j'ai exactement la même expérience que toi à l'école. J'ai passé de très bons stages et j'avais une élève dans ma classe. Pour elle, l'année ça a été un enfer. Donc c'est fou parce qu'on peut vivre la même chose mais ne pas avoir les mêmes expériences. Donc ça va dépendre d'énormément de choses. Mais j'ai exactement la même expérience que toi. Donc c'est vrai, le conseil que je donnerais quand on part en stage, c'est ok, il faut prendre ce que la collègue a vécu dans ce stage-là, mais faut prendre aussi du recul parce que c'est parce qu'elle a mal vécu ou bien vécu que toi à l'inverse ça va être la même chose en fait. Oui, c'est un très bon conseil. Très bien, donc toi c'était pour toi une année plutôt agréable.
Que du positif après. Ah ouais, franchement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en stage, comme je sais pas la vision de ton premier accouchement? Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en stage? T'as une anecdote où tu t'es dit waouh, en rentrant chez toi le soir, je viens de vivre ça? Alors effectivement, mon premier accouchement m'a beaucoup marqué parce que je savais pas ce que c'était, ce qui m'attendait, est-ce que j'allais pas tomber par terre. J'avais un peu l'appréhension de me dire comment je vais réagir. Et au final, ça s'est très bien passé. C'était un petit couple super mignon. Et la petite, d'ailleurs, s'appelait Marie parce que les parents adoraient les Aristochats. Après, j'ai eu un stage alors, ils appelaient ça les ados-pédiatrie, mais c'était plus de la pédopsie. Oui. Et ça a été un stage un peu plus marquant parce que du coup, je me suis retrouvée avec des jeunes qui étaient atteints d'anorexie, qui avaient des envies de suicide. Donc, c'était très intéressant, mais c'est aussi très difficile parce que c'est très psychologique. Et en fait, ce qui était dur, c'est que il faut toujours être sur ses gardes. Voilà. Comme ils ont des troubles psy, c'est pas parce qu'ils sympathisent avec toi qu'ils sont sincères, en fait. Oui, tu peux. J'ai trouvé ça intéressant. T'avais une appréhension pour ta sécurité même? T'avais peur des fois, c'est ça? Sur une, oui, parce qu'elle a fait un truc trop bizarre, mais je vais m'abstenir de le raconter. Mais avec le recul, maintenant, j'en rigole. Mais sur le coup, c'est vrai que c'était un peu lunaire. Et c'est là où c'est impressionnant et de se dire, c'est bien de faire des stages dans différents services, parce qu'en fait, c'est là où tu vois où est-ce que tu es capable de travailler ou pas. Oui, la psychiatrie, c'est quelque chose qui est vraiment à part, où il faut vraiment se sentir, parce que ça peut nous impressionner, mais effectivement, c'est utile de le voir parce que ça crée des vocations chez certaines. Mais c'est vrai que ça peut paraître impressionnant, surtout quand tu es une jeune stagiaire, tu n'as pas forcément d'expérience, tu te sens vulnérable. Donc oui, je comprends. Donc ce stage-là m'a marqué parce que j'y ai appris beaucoup de choses, et qui me sert encore aujourd'hui. Mais en même temps, c'est le stage où je me suis dit, vraiment, j'irai pas travailler avec les ados. Je comprends. C'est pas fait pour moi. Je comprends. Et est-ce que ton projet professionnel de base a changé lorsque tu as fait ton école? Il y a beaucoup d'élèves qui partent avec un projet professionnel défini et soit ils se confirment ou soit ils se modifient. Toi, c'était comment ça pour toi? Moi, je savais quand je rentrais à l'IFAP que je voulais faire de l'hôpital. Parce que la crèche, moi, c'est pas du tout mon truc. Mais est-ce que tu as quand même pris du plaisir en crèche pendant les stages ou pas? Eh ben non. Oui, c'était pas en plus, c'était pas ton truc. En fait, et puis c'était dur parce qu'en fait, je sais pas si ça se passe toujours comme ça dans les crèches ou pas, mais quand t'es stagiaire, on te met dans un coin d'une pièce pendant une semaine et tu dois regarder les enfants, tu peux pas interagir, s'ils viennent à toi, faut pas répondre. Moi, ça m'a laissé, je sais pas, l'enfant il vient à moi, j'ai envie de lui répondre en fait. Alors là, c'est vrai que c'est un peu extrême. Alors normalement, ce qui est dit pour tous les stagiaires, la règle, c'est que les 2 premiers jours, c'est un stage, on dit d'observation, mais on a absolument le droit de répondre aux enfants quand ils viennent nous parler. Mais on est plus dans l'observation. Et en fait, après, selon ta personnalité, c'est l'équipe qui va commencer à te confier des missions. Mais là, on est quand même dans un stage où il faut te former. Donc, si tu n'es pas du tout active, c'est quand même un problème au niveau de ta formation. Après, là, c'était un peu extrême. Alors, oui, qu'il y ait 2 jours d'observation, je trouve ça normal pour comprendre comment ça se passe, mais par contre on n'est pas censé t'isoler. En même temps, si on t'isole et que les enfants peuvent pas venir te parler, même c'est perturbant pour les enfants. L'adulte ne répond pas, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, de temps en temps je te mens pas que je réponds d'ailleurs. Oui, vaut mieux pour les enfants. Oui. Non, là c'est un peu extrême. C'est un peu extrême. Pour te dire, dans ce stage-là, j'avais il y avait une MSP en fin de stage, et en fait, je n'avais fait aucune activité en 4 semaines. En gros, j'ai fait une préactivité la veille de ma MSP. Non, en fait, le problème, c'est qu'après, il y a des lieux de stage qui s'occupent pas des stagiaires, et ça peut arriver. Donc, je pense que t'es plutôt tombé sur des gens qui n'avaient peut-être pas le temps ni l'envie de te former. Donc, ils t'ont inventé cette règle. Mais là, encore quand on est dans un stage d'observation hors auxiliaire de puériculture, oui, des fois, on n'a pas le droit de parler, de faire des activités aux enfants, entre guillemets. Enfin, pas parler, mais les activités, on n'est pas dans le cadre d'une formation. Mais toi, le but, c'est quand même de te former. Donc, il faut absolument que tu fasses des gestes pour apprendre. Ah oui. Donc, non, là, non, ça, c'était pas l'idéal. Non, ça, c'était pas l'idéal. Non. C'est peut-être ça qui t'a pas donné envie de travailler en crèche aussi. Alors ça, et le côté très... ils arrivaient jusqu'à 9h, après à 10h, fallait qu'ils fassent pipi, c'était 11h, fallait qu'ils se lavent les mains pour aller manger à 11h30, c'est très carré. Trop routiné. En fait, je trouvais qu'ils avaient la place de rien faire, c'était très militaire en fait, je trouvais.
Oui, après, c'est peut-être cette crèche qui ne t'a pas convenu aussi, parce que je pense que des fois, le projet professionnel, c'est comme un petit peu quand on a un prof, par exemple, d'histoire ou de français qui nous a marqué, après, on veut être prof d'histoire ou prof de français, parce qu'en fait, c'est la personne, c'est pas la matière, en fait, en elle-même qui nous intéresse. Et je pense que toi, si t'as cette expérience-là, la crèche, pour toi, ça, c'est pas envisageable. Mais s'il y avait une équipe dynamique, bienveillante, qui t'aurait mis dans le même tempo qu'elle, peut-être ça t'aurait fait changer de projet pro. Mais avec cette expérience-là, je comprends bien que tu t'es dit non, c'est pas pour moi. Non. Et après, quand j'ai fait les stages en milieu hospitalier, j'ai compris que c'était là où je voulais aller, où je me sentais en tout cas le plus à l'aise. Alors, qu'est-ce qui te plaît en milieu, enfin là, pas maintenant que tu as l'expérience, mais à ce stade-là, qu'est-ce qui t'avait donné envie? Déjà de travailler en décalé, c'est-à-dire que tu travailles un certain nombre de jours et un certain nombre de jours de repos. Oui, les 12 heures, c'était 12 heures, je suppose. Alors j'ai fait du 12 dans certains stages et du 7h30 dans d'autres. D'accord. Mais j'aimais le côté un peu en décalé, où t'as ton après-midi, ta matinée, où t'as 3 jours de repos. Bon, je trouvais que ce rythme-là me convenait, et c'est surtout ce que j'ai aimé, c'est apporter quelque chose que ce soit l'enfant ou la famille de l'enfant. J'aimais ce lien-là que j'avais en fait. Très bien. Et du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais plus de mal avec les adultes qu'avec les enfants. Est-ce que si c'était les parents de l'enfant, vu qu'il y avait un lien avec l'enfant, dans la communication, c'était plus facile pour toi? Oui, parce qu'en fait, je trouve que l'enfant, quand même, c'est lui qui est concerné. Par exemple, si je prends de la pédiatrie générale, si un enfant, je vais prendre un exemple, il est diabétique, tu vas t'occuper de l'enfant, mais tu vas prendre en charge les parents en même temps. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le lien, il est différent à l'adulte, parce qu'en fait, tu t'adresses à l'enfant tout en t'adressant en même temps aux parents. C'est pas un lien vraiment direct. Oui, et puis le patient, c'est l'enfant en plus. Donc oui, c'est ça. Et la communication avec l'enfant, même s'il est douloureux ou qu'il y a quelque chose, elle est quand même beaucoup plus simple qu'avec un adulte qui va souvent, malheureusement, être fermé ou agressif ou fatigué, ou tu vois. Voilà. Alors que l'enfant, il est comme il est. Tu peux toujours le capter à un moment donné, je trouve. Après, un enfant peut être aussi fatigué, agressif, mais je pense en fait que ce que tu me dis là, c'est que tu as naturellement peut-être une aisance avec les enfants dans la communication en fait. Parce qu'un enfant qui est fatigué, agressif, c'est assez courant. Mais je pense en fait que tu as un feeling naturel pour ce public. De toute façon, sinon tu n'aurais pas fait auxiliaire. C'est une aisance naturelle. Et donc, tu as eu ton diplôme du premier coup? Oui. Et ensuite, est-ce que tu as trouvé du travail directement dans le secteur de ton choix ou pas? Comment ça s'est passé ensuite, une fois diplômée? Ça, je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Alors, durant mes stages, mon dernier stage était en maternité en suite de couche. Et en fait, ma tutrice me dit qu'est-ce que tu fais après ton diplôme? Je lui dis écoute, je vais faire une rupture conventionnelle, j'espère, avec mon employeur, et puis essayer de trouver du boulot par de l'intérim, voilà. Et elle me dit écoute, nous ici on cherche, et j'aimerais beaucoup que tu postules. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as envie de venir travailler avec nous et tout ça? Moi, j'étais archi contente parce que j'adorais le travail, j'adorais l'équipe. J'ai dit oui et tout. Donc elle me dit écoute, demain ramène-moi un CV, une lettre de motivation, et j'irai voir la cadre supérieure et j'appuierai ta candidature. Et de là, j'ai tout ramené le lendemain, et j'ai été reçue avant la fin de mon stage par la cadre supérieure qui m'a dit écoutez, est-ce que vous êtes toujours intéressée? J'ai dit oui. Elle me dit écoutez, je vous prévois un entretien dans une semaine, donc c'était après. J'ai dit écoutez, je suis à l'école, donc on s'est mis d'accord sur une date. Je suis revenue, j'ai passé l'entretien. Elle m'a dit écoutez, moi je vous prends, votre tutrice elle a adoré. Je vois que tous vos stages se sont bien passés, parce qu'elle m'avait demandé mon relevé de tous mes stages, parce qu'on était notés à l'époque, je sais pas si ça se fait encore. Et du coup, tu avais aussi une appréciation en bas. Bien sûr, oui. Voilà, donc du coup, je lui avais ramené ça. Elle m'a dit écoutez, vous avez passé des bons stages, il y a eu des bons retours. Moi, je vous prends. Donc, je lui avais expliqué ma situation, que j'étais encore salariée, qu'il fallait que je fasse une rupture, etc. Et du coup, j'ai eu mon diplôme la première semaine de juillet, et j'ai travaillé le 19 août parce que je voulais un peu des vacances et régler mes papiers avec mon employeur.
Alors là, et du coup, j'ai attaqué direct. Ah non, mais ça, c'est incroyable que tu dises ça, parce que je le répète, parce que moi, c'était pareil pour moi, dans le sens où, en fait, la meilleure carte de visite pour être prise, c'est de commencer, en fait, à faire des bons stages, parce qu'en fait, après, ils vous gardent en stage. Donc, tout le monde me dit, oui. mais c'est bouché, ce secteur, oui, mais alors, non, déjà, parce qu'il faut savoir aussi se vendre et postuler régulièrement, etc. Mais souvent, la meilleure carte de visite, elle est en stage, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, mais des personnes qui travaillent vraiment bien, il y en a, c'est pas à 100% non plus des profils. On se fait remarquer quand on travaille bien. C'est ça, et c'est ce qui est un plus, parce que moi, là où j'ai dans cet hôpital, c'est un grand hôpital parisien, et il y avait beaucoup de filles qui voulaient postuler. C'était quoi? C'était Necker? C'était quoi comme hôpital? Non, j'étais à La Pitié-Salpêtrière. Ah bah oui, bien sûr, bah oui, c'est ce hôpital. Donc oui, t'as dû faire déjà l'autre. Voilà. Alors c'était dans quel service précisément, du coup, que t'as commencé en août? Là, en suite de couche. Suite de couche, très bien. Oui, donc voilà. Ça, c'est le poste rêvé de toutes les filles qui commencent à l'hôpital, quoi. Mais c'est vraiment rigolo que tu dis ça, parce que du coup, j'ai la même expérience que toi, donc je ne suis pas la seule à dire ça, mais c'est une légende reçue. Il n'y a pas de travail, c'est bouché, mais il y a toujours le moyen d'y arriver. Faut juste pas avoir des méthodes forcément traditionnelles. Mais la meilleure façon d'être prise, c'est de se faire remarquer dans le bon sens en stage. Donc t'imagines, tu sors de l'école, tu as déjà un travail, quoi. Ah oui, moi, toutes mes collègues de l'IFAP, elles étaient choquées. Parce qu'elles disent, mais t'as trouvé tout de suite? Je dis, bah ouais, en fait. Oui, non, mais en plus, elles aussi, elles ont fait des stages. C'est juste que tu as su faire la différence. Du coup, c'était sur un poste de jour, de nuit? Alors, c'était un poste de jour, et il y avait comme il manquait du monde, il fallait tourner 3 mois en suite de couche, 3 mois en néonat. D'accord. Donc parce que les filles de néonat voulaient changer un petit peu de service. Et moi, ça m'intéressait. J'étais très ouverte à tout, parce que je voulais pas me fermer. Je voulais voir vraiment où est-ce que j'étais faite. Qu'est-ce qui me plairait le plus, en fait. Et j'ai adoré tourner. En plus, en néonat, j'ai tourné avec une équipe de puéricultrices où j'avais vraiment ma place d'auxiliaire. Donc, c'est-à-dire, je faisais les soins à 4 mains, je les aidais quand il y avait des gros trucs. T'es vraiment la personne l'idéale à interviewer, parce que quand il y en a qui me disent non, mais il n'y a pas d'auxiliaire en néonat, il n'y a pas d'auxiliaire qui trouve du travail. Donc, toi, tu as trouvé du travail de suite, tu as travaillé en néonat, tu avais ta place. Donc, vraiment, c'est parfait. C'est pas fait exprès, du coup, mais c'est parfait cette interview, parce qu'en fait, tu appuies sur ce que je répète aux filles pour qu'elles aient confiance en leur projet. Donc, explique-nous ce que tu faisais en néonat, etc., ou en salle de naissance. Qu'est-ce que tu faisais? Et est-ce que, j'ai une question aussi, est-ce que tout ce que tu as appris à l'école, donc tu l'as mis en place direct, ou alors tu as continué d'apprendre? Donc je suppose que c'est la réponse, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as continué à apprendre, que tu n'avais pas du coup maîtrisé à l'école, mais parce que tu viens de débuter, donc tes gestes étaient encore peut-être un petit peu timides, on va dire. Comment ça s'est passé au niveau d'être dans le grand bain, et que maintenant c'est ton poste? Ça a été compliqué, hein. Le premier jour, quand tu arrives, déjà c'est un lieu où tu as été en stage. Et d'un coup, tu n'es plus stagiaire. Donc, ça a été un peu... maintenant, tu es toute seule, quoi. Maintenant, tu as un casier. Donc, ça a été... C'est ça. Maintenant, voilà, tu es toute seule face à toutes tes patientes. Donc, ça a été un peu dur. Et en plus, lors de mon premier jour, la personne avec qui je devais binômer est pas venue travailler, elle était malade. Donc, je me suis retrouvée vraiment avec 20 bébés, quoi. C'est ça. Donc, tu as un moment un peu de solitude, te dire, bon, maintenant, tu n'es plus stagiaire, respire, fais comme tu peux. Donc, ça a été un peu difficile. Est-ce que tu étais quand même encadrée? Est-ce que tu avais quelqu'un pour t'accompagner ce premier jour, de référent en tout cas? Non, d'accord, ouais, t'as été dessus. Non, parce que comme j'avais fait mon stage là-bas, pour eux, ils estimaient que j'avais pas besoin d'encadrement. D'accord. Que si j'avais été une personne extérieure, ils l'auraient encadré, tu vois. D'accord. Donc, j'ai fait mon premier jour, et là où j'étais le moins à l'aise, c'était effectivement tout ce qui était allaitement maternel, parce que c'est des choses que tu vois pas forcément à l'école. Bien sûr. Et que d'un coup, t'es face aux dames qui ont mal, qui ont besoin. Il faut que tu saches, qui ont besoin de toi, donc il faut te lancer. Donc, quand je ne savais pas, moi, je vais être très honnête, je leur disais, écoutez, c'est mon premier jour, je sors de l'école et tout ça. Tu as fait ce que tu... C'est très bien d'avoir fait ça, en tout cas. Voilà, j'ai dit, écoutez, je vais aller chercher ma collègue qui était dans l'autre aile pour qu'elle vienne voir, etc. Et en fait, c'est en allant chercher de l'aide, en allant poser des questions, en observant comment faisaient mes collègues, qu'en fait, j'ai pris de l'expérience, en fait, sur la partie suite de couche. Donc la partie suite de couche, c'était plus l'allaitement que je maîtrisais pas. Tout ce qui était soins, j'avais pris j'étais avec une très bonne tutrice, d'ailleurs on est encore amis aujourd'hui, et elle m'avait bien appris les choses, donc je faisais comment elle faisait en fait. Son organisation me convenait en fait. Donc j'ai repris vraiment ce qu'elle faisait, et ça m'a beaucoup aidée.
Et en néonat, j'avais aucune connaissance. Je connaissais pas du tout. Il y avait pas vraiment de place pour l'AP. Mais moi, j'avais dit aux filles, écoutez, moi, je suis pas là que pour faire les stocks. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être utile. Et comme j'étais avec une super équipe de puères et qu'elles aussi, elles avaient besoin un peu de se délester, du coup, elles m'ont pris sous leur aile et elles m'ont expliqué tout ce que je pouvais faire avec elles, sans elles. Voilà, donc quand on faisait les soins à 4 mains, je les aidais, elles m'aidaient. Elles m'orientaient sur ce qu'il fallait faire. Quand il fallait qu'elles perfusent un bébé, je les aidais. Je mettais le sucre avec une tétine. Je contenais un petit peu l'enfant parfois parce qu'il était piqué à des endroits où ça devait être pas très agréable pour lui malgré le sucre. Quand il fallait intuber parce qu'il y avait un problème, je donnais le matériel, je courais, j'allais donner le matériel qu'il fallait. Voilà. Tu t'es rendu indispensable en fait. Voilà, j'ai voulu voir ce qui était vraiment le métier d'auxiliaire et d'avoir une place un peu d'être utile en fait, de pas faire que des pleins. Bien sûr. Et du ménage parce que c'est beaucoup d'hygiène aussi quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Ça n'a pas toujours été simple parce qu'en néonat, il y avait une personne d'un certain âge qui était là depuis je sais pas combien d'années. Et du coup, elle appréciait pas trop que moi j'aide. Parce qu'elle aidait pas et elle partait du principe que c'était pas son boulot. Oui, donc au début, ça a été un peu compliqué. En fait, le problème dans des équipes, c'est quand toi, tu viens d'arriver, t'es toute motivée, t'as envie de changer le monde, et il y a des personnes qui sont en fin de carrière, qui sont un peu épuisées. Du coup, en fait, ça montre qu'elles font rien. Si toi, t'en fais beaucoup, le contraste, il est trop grand, et elles, ça les arrange pas. Et j'ai la même expérience que toi. Moi, je travaillais dans un hôpital aussi, et quand c'était calme, souvent, j'ai aidé les aides-soignantes à refaire le lit, etc. Et il y a une auxiliaire qui m'avait dit, mais attends, tu vas pas commencer à les aider, parce que sinon, on va toutes devoir le faire. Donc en fait, c'était vraiment la mentalité on fait juste ce qu'on nous dit, mais si voilà, on fait pas plus. Mais nous, quand on est passionné, qu'on arrive, on n'est pas épuisé, nous on est pleine d'énergie, voilà, et puis on espère que ça dure toute la carrière. Donc oui, donc t'étais un peu freiné par ça après dans les équipes, c'est rarement parfait, voilà, il y a jamais une entente parfaite avec tout le monde, ça c'est la réalité du terrain. T'es resté combien de temps dans cet endroit du coup? Je suis restée 9 mois seulement parce qu'en fait, ils devaient me stagiairiser au bout de 2 CDD. Puis en fait, la cadre, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et elle me l'a un peu faite à l'envers et c'est quelque chose ça que je supporte pas. Oui, donc t'as plus confiance après. Dise les choses, voilà. Okay. Et donc j'ai eu l'opportunité de changer d'hôpital par le biais d'une amie à qui j'ai fait l'IFAP. Et du coup, j'ai dit, c'est une maternité de niveau 3, c'est plus haut, c'est connu, il y a une bonne réputation, vas-y, je tente ma chance, quoi. D'accord. Et j'ai tenté ma chance et été prise dans ce nouvel hôpital de niveau 3. Donc là, t'étais dans quel service ? Et là, je suis passée en suite de couche. D'accord. Et par contre, c'était un poste de nuit, de base. D'accord, ok. Alors, la nuit, moi, c'est quelque chose qui m'avait pas fait peur parce que j'avais demandé pendant mes stages à faire un stage de nuit, justement pour voir si c'était déjà comment travailler la nuit, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la nuit, et voir si le rythme en fait me conviendrait ou pas. Donc moi j'ai adoré le stage de nuit. Par contre c'était en 12 heures et j'avoue le 12 heures de nuit c'est long. Les 2 dernières heures elles sont quand même très très dures. C'est violent. Oui, moi j'ai travaillé 3-4 ans de nuit. C'est vrai que c'est pas rien quoi. C'est une vraie épreuve pour l'organisme. C'est ça. Et là, le poste, il était en 10 heures. Donc, je me suis dit, déjà, c'est les 2 heures de moins. Oui, ok. Voilà. Ça peut... Et puis, je savais qu'il y avait des postes de jour qui allaient potentiellement se libérer. Donc, je me suis dit, si la nuit, ça me convient pas, à un moment donné, je pourrais potentiellement basculer sur un poste de jour, quoi. Très bien. Et parlons, parce que ça va intéresser celles qui nous écoutent. Est-ce que tu étais mieux payée la nuit que le jour ? Oui, et encore mieux maintenant parce que je crois qu'ils ont doublé. Parce que moi, je suis partie de la nuit. Là, ça va faire ça fait 1 an et demi que j'ai quitté la nuit. Mais t'es payé même double maintenant, tu gagnes très bien. Oui, c'est ok. Ça, c'est bon à savoir qu'il y a quand même une récompense pour les. Oui. C'est beaucoup plus intéressant de travailler de nuit. Alors, je peux pas donner de salaire parce que moi, j'ai des échelons. Donc, puis ça fausserait le salaire que je vais dire à quelqu'un qui commence. Puis, malgré les échelons, les régions, les hôpitaux privés, publics, ça change. C'est ça. Mais c'est quand même très intéressant. C'est très intéressant de travailler de nuit. Moi, je suis partie de nuit pour des raisons personnelles, mais je regrette, ça me manque beaucoup. Oui, puis il y a un calme, c'est apaisé, c'est vraiment...
des relations avec les mamans quand on rentre le soir dans leur chambre où il y a la petite lumière et on chuchote. C'est vraiment des relations privilégiées, des moments uniques qu'on vit avec les parents et les enfants. Moi aussi, j'avais adoré la nuit, hormis le côté où vraiment c'est très difficile, physiquement. Après, il y en a que j'avais des collègues, ça faisait 20 ans qu'elles travaillaient nuit, donc c'est qu'elles le supportaient, mais moi, j'ai pas pu faire plus de 3-4 ans. Après, j'en pouvais plus. Pour la nuit, mais effectivement c'est feutré, il n'y a pas les rendez-vous de la journée, c'est beaucoup plus calme, c'est un travail plus qualitatif presque vraiment dans le rôle de la paix. Exactement. On est moins parasité. Moi j'ai trouvé que tu prenais plus le temps. Oui. Qu'en journée où t'es pris par les photothérapies, les allaitements, les dalles, les machins, les poids, les trucs. En fait, là, t'as vraiment le temps. Et puis la nuit, c'est vraiment de la psychologie parce que la nuit, t'as toutes les angoisses qui ressortent. Oui. Donc la dame, elle est fatiguée et elle commence à se dire je suis pas une bonne mère, j'arrive pas à le calmer, j'arrive pas à ça. Et en fait, t'es vraiment là pour la coucouner au max. Et je trouve que les gens qui disent que la nuit on travaille pas, c'est pas vrai. Non, il y a des nuits calmes et il y a des nuits compliquées. Oui, puis si les bébés dormaient la nuit, ça se saurait quand même. Voilà, la nuit ils sont au taquet, tu bosses, ça crie. Donc moi j'ai adoré les coucouner, les écouter, les accompagner dans parfois leur détresse. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Le travail de nuit, c'est quelque chose que j'ai adoré. Et j'aimerais te demander ton avis, parce que c'est vrai que dans certaines maternités ou certaines équipes encouragent les mamans à garder leurs enfants même quand elles sont épuisées la nuit, parce qu'en fait le discours c'est oui mais comment elles vont faire à la maison. Mais moi j'étais pas du tout d'accord avec ça et de toute façon je ne le faisais pas. C'est que pour moi une maman qui est reposée pourra mieux s'occuper de son enfant plutôt que d'accumuler l'épuisement. Et je me souviens que quand je ramenais le bébé après avoir dormi toute la nuit en nurserie où je m'en occupais, le matin la maman elle était rayonnante, elle était prête, elle était enthousiasmée par sa journée, alors que j'imagine des mamans aussi épuisées, si tu leur gardes pas leur enfant pour qu'elles puissent souffler, en fait tu commences déjà le marathon, t'es déjà épuisé quoi. Et puis comment elles vont faire à la maison? De toute façon à la maison il n'y a pas de nurserie, donc forcément. Mais je veux dire, est-ce que toi quel est ton avis par rapport à ça qui a travaillé mieux? Est-ce que tu gardais les enfants pour que les mamans puissent se reposer? Et comment tu voyais la récupération de la maman quand tu prenais ou non l'enfant? Alors, je sais que moi, je pars du principe... Alors, nous, on avait l'obligation de prendre tous les bébés des dames qui étaient césarisées le jour même. Oui, ça oui. C'était une obligation, il fallait qu'elle se repose. Moi, j'ai jamais obligé une dame à prendre son bébé. Je lui disais toujours, madame, est-ce que vous voulez que je vous le garde dans la nuit ou vous vous sentez de le garder? Je posais toujours la question à la dame, et que ce soit une césarienne ou une accouchement voix basse, je faisais la même chose. Je demandais toujours, quand je voyais que la dame était crevée, est-ce que vous voulez que je le prenne cette nuit? Soit sur un tour, soit sur toute la nuit. Bien sûr. Soit là, vous savez pas, et que dans la nuit, vous changez d'avis, vous m'appelez, je viens vous le récupérer. En fait, je leur laissais le choix. Toutes les possibilités, tu leur offrais sur un plateau, et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que je suis d'accord avec toi. En fait, moi, j'avais des collègues qui me disaient mais pourquoi tu lui as pris cette nuit le bébé? Oui, en plus, on les prend pas. C'est elles qui nous demandent aussi. Non, mais en plus, c'est ça, c'est on va pas dans une chambre, dit je peux prendre votre enfant. Ça se passe pas comme ça. En général, la maman, elle culpabilise, elle y a réfléchi 3 heures, elle ose pas nous demander. Et après, excusez-moi, est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, le garder quelques heures? Elle le demande presque avec une honte et de la culpabilité. Souvent, elles ont honte de demander de l'aide. Oui. Donc, il faut pas leur refermer la porte quand elles osent franchir le pas. Moi, j'étais très ouverte et je prenais tous les bébés césarisés ou voix basse. Et je leur disais, madame, le manque de sommeil est une forme de torture chez les Américains avec leurs détenus. Donc, clairement, vaut mieux que vous dormiez, que vous soyez bien. Même si vous dormez que 3 heures et vous venez de le récupérer, je m'en fiche. Au moins, vous aurez dormi 3 heures sereinement. Et en fait, en plus, comme je m'adaptais beaucoup, elle savait que si dans la nuit, elle venait le chercher sans que je sois au courant, souvent, en plus, il dormait sur moi sur un carré. En fait, elle le voyait en train de dormir. Déjà, elle était rassurée. Et puis, elle savait qu'elle pouvait venir le récupérer. Je lui rendais, en fait. Oui, et je pense que cette expérience positive en maternité, ça a beaucoup d'impact sur la suite de la relation, sur la suite de la confiance que la maman aura dans son rôle, etc. Et en fait, on a un très fort impact, je trouve, sur la maternité en général des mères quand elles rentrent chez elles. Donc, faut vraiment pas se louper là-dessus. Faut pas se louper là-dessus parce on peut vraiment être une aide ou détruire certaines choses au départ si on n'emploie pas les bons mots avec les mamans parce qu'elles sont tellement vulnérables et sensibles qu'elles voilà, donc il faut faire très attention à les soulager, être vraiment bienveillante pour le coup.
Oui, parce que je pense qu'elles se sentent jugées par la société parce que il faut être parfaite, faut tenir sa maison, savoir s'occuper de ses enfants, avoir un travail, alors qu'en fait, c'est juste de la surcharge mentale et que on peut pas être parfait dans tout. Tu vois? Ouais, bien sûr. Moi, et je leur puis disais, c'est notre rôle. Si nous on leur dit en tant que professionnels que de prendre son bébé, ça ne va changer en rien en fait sa capacité à être mère, ça les déculpabilise et puis elles sont beaucoup plus tranquilles de le faire et apaisées. Parce que nous on a enfin, si on valide ce qu'elles disent, vu qu'on est professionnel, ça a encore plus de valeur à leurs yeux. Donc il faut vraiment pas hésiter à soulager les mères qui commencent petit à petit dans l'épuisement. Voilà, moi ce que j'aimais bien à la Pitié, c'est qu'il y avait une salle, en fait les bains, il y avait 2 baignoires et du coup on faisait les bains par 2. D'accord. Et en fait ce que j'aimais bien faire, c'est que selon je regardais un peu le type de patiente que j'avais dans mon étage, soit j'avais besoin de mettre 2 dames qui étaient remplies d'inquiétudes ensemble pour qu'elles se rendent compte qu'en fait leurs inquiétudes elles étaient normales, ou parfois je mettais une dame qui avait déjà eu 4-5 enfants avec c'était son premier, parce que je sais que ça allait le faire et que la dame elle allait prendre confiance en lui apportant des choses parce que c'est une multipart, tu vois. J'aimais bien le côté où je mélangeais selon mes bains les dames pour qu'elles se rendent compte qu'en fait leurs angoisses elles sont humaines et normales en fait. Oui, et ça, c'est pas quelque chose que tu as appris à l'école, c'est un peu inné. T'as une capacité et du bon sens relationnel, une compétence relationnelle, ça, c'est des choses que tu mets en place, mais qu'on t'a pas appris à l'école. Ça, c'est clairement de ta personnalité. Parce qu'il faut dédramatiser, je leur dis, mais c'est pas un meuble Ikea, votre enfant. Il y a des choses que vous allez apprendre de lui, comme moi, parfois, je m'adapte, il y a des choses que je ne sais pas de lui, et pourtant, c'est mon métier. Et donc, en fait, c'est aussi le côté où j'essaie de rassurer en disant, vous inquiétez pas, vous pouvez pas tout savoir, vous pouvez pas être parfaite. Soyez juste merveilleuse, c'est déjà pas mal. Oui, toi, j'essaie vraiment de désangoisser toute cette pression sociétaire qu'elles avaient, en fait. Oui, je pense que tu as fait du bien à beaucoup de mères avec ce discours. Donc là, c'était la suite de couches la nuit. Combien de temps tu as travaillé en suite de couches ? Alors, j'ai fait 4 ans, mais tu sais, il y a eu quand je suis arrivée dans cet hôpital, il y a eu le Covid, donc j'ai fait pendant plus de 6 mois l'unité Covid, obstétrique gynéco. D'accord. Mais sinon, je suis restée 4 ans. Ok, et ensuite, pourquoi tu es partie ? Pour des raisons personnelles, il fallait que je passe 2 jours, et malheureusement, il n'y avait pas de poste de jour de suite. Et du coup, je me suis dit, est-ce que, comme ça fait 4 ans, plus les années passées dans l'autre mater, je me dis, à un moment donné, mon métier, je le connaissais par cœur. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être comme un robot. D'accord, j'avais besoin peut-être de changer d'air. Oui, et puis avec notre métier, c'est bien qu'on peut changer avec notre métier. C'est ça aussi qui est exceptionnel, c'est qu'on peut changer de secteur. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, j'avais envie de tester la salle de naissance. Je me suis dit, pourquoi pas postuler ailleurs en salle de naissance. Et du coup, j'ai passé dans un autre hôpital parisien de niveau 3. Et je crois que j'ai appelé juste avant les fêtes pour voir s'il y avait des postes. Moi, j'y vais au culot. Moi, je suis un peu comme ça. J'ai appelé la CADSUP. J'ai dit, voilà, je suis auxiliaire dans tel hôpital. Je cherche un poste de jour en salle de naissance. J'ai envie de changer. Et là, la CADSUP me dit, écoutez, rappelez-moi le 2 janvier parce que j'ai potentiellement un poste. Donc, je l'ai rappelé le 2 et elle me dit, écoutez, j'ai un poste. Et le 4, j'avais un entretien. Oui, tu n'as jamais été au chômage. Hein. Ça s'est toujours enchaîné parfaitement dans le boulot, en fait. Et donc, après, le poste m'a plu et je me suis dit, allez hop, je tente la chance et j'y vais. Et donc, maintenant, je suis partie travailler en salle de naissance. Là, tu y es toujours ? Là, j'y suis toujours. Je fais salle de naissance et urgence obstétrique et gynécologique. D'accord. Donc là, en salle de naissance, c'est ce qui te plaît le plus jusqu'à présent au niveau des soins, etc. C'est tous les jours différents. C'est un métier que j'aime bien parce qu'effectivement, tu es dans de l'urgence. C'est-à-dire qu'autant tu as des journées où ça va être très calme et autant tu as des journées, excuse-moi, mais de merde complète. Et j'adore ce côté-là, en fait. Tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé et dans l'heure, ça peut être calme 1 heure et l'heure d'après, tu peux courir partout, être en train de faire ci, aider, t'occuper d'une réa. Voilà. J'aime beaucoup. J'avoue, la salle de naissance, j'aime beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué, ému, ou est-ce que tu as des choses à nous raconter que tu as vécues en salle de naissance
qui pourrait un petit peu donner une vision aux filles de ce qu'on peut vivre. Bon, si t'as des anecdotes à partager avec toute l'expérience que tu as. Alors, les premiers jours, comme je connaissais pas la salle, je connaissais pas le matériel. Donc c'est vrai, quand on me demandait des forceps, une ventouse, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Donc t'as des moments de solitude au début où tu dis, mais je sais pas ce que c'est, et qu'on te regarde genre, vite, va me chercher ça, tu vois. Mais je sais pas, donc tu cours et tu cherches quelqu'un, c'est quoi, c'est où? Donc t'as l'air un peu bête, mais je trouve ça drôle parce qu'au final, les gens après, on en rit. Ils ont dit, bon, j'ai compris à ta tête que tu savais pas ce que c'était ni où c'était. Je dis, bah non, je viens d'arriver. Donc bon, on en rigole après, quoi. Mais je pourrais pas l'expliquer. Je pense qu'il faut le vivre. Mais la salle de naissance, il y a quand même une ambiance spécifique. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de très triste, tu sens l'ambiance change de la salle, en fait. Oui, je comprends. On est tous affectés comme si c'était nous qui vivions ça, en fait. Oui, c'est pesant, le temps s'arrête un peu, tout est au ralenti. Ouais, c'est ça. Le temps s'arrête, plus personne respire, plus personne ne parle, et on est là, on s'accroche en fait à est-ce que le bébé va s'en sortir en fait. Et selon la réponse, ça change l'atmosphère. Mais il y a toujours quand même cette ambiance où on va rire, on va être souriante, voilà. Je sais pas, c'est un monde à part la salle. Je pourrais pas vraiment l'expliquer. Et qu'est-ce que tu préfères faire en salle de naissance? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, c'est comme partout. Alors, moi, je suis dans une salle de naissance où, en fait, il y a beaucoup d'aides-soignantes. D'accord. On est, je crois, 3 ou 4 auxiliaires. Donc, on n'a pas la même vision du travail. Est-ce qu'elles font les mêmes tâches que toi? Alors, elles ne veulent pas faire les mêmes tâches que moi. D'accord. Mais est-ce qu'elles pourraient le faire dans leur feuille de poste? Oui. D'accord. Oui. Elle pourrait, parce que moi, c'est ce que, quand j'ai passé mon entretien, j'ai demandé quel était le rôle de l'AP, parce qu'avant d'aller en salle, je veux être sûre d'avoir ma place, en fait. Et du coup, elle m'a expliqué qu'effectivement, il y avait beaucoup de sages-femmes qui avaient envie d'avoir une AP qui les aide, qui soit avec elles tout au long du travail de la dame. Ça, c'est normal, normalement. Elles sont pas censées être seules. Sauf que normalement, là où je suis, elles sont seules avec une infirmière. Ah, d'accord, oui, non, mais elles sont quand même 2. D'accord, ok, elles sont quand même 2. Oui, elles sont 2. Mais si tu veux, elles veulent en plus une AP avec elles. Ok. Pour faire vraiment un trio. Ah, mais c'est l'idéal, hein, c'est l'idéal. Voilà. Donc moi, je suis partie avec ce truc en disant, super, je vais pouvoir avoir ma place, etc. Donc au début, j'étais plein d'engouement. J'allais aux accouchements, je restais le temps que le bébé naisse et je m'occupais du bébé avec la sage-femme. Mais ça a créé des petites tensions. Donc j'ai arrêté d'aller aux accouchements. Par contre, j'allais juste après la naissance du bébé faire tout ce qui est les mesures du bébé, donc son PC, sa taille, son poids, la vitamine K. S'il y avait besoin d'aide parce qu'il allait pas très bien, je prenais le bébé, je partais dans la salle réa, je collais les électrodes, voilà. Je continue de faire tout ça, moi, par contre. Mais je n'assiste plus aux accouchements. Mais depuis peu, sur mes week-ends, comme je suis avec une équipe, le week-end plutôt même très cool, du coup, le week-end, je vais sur les accouchements. Et j'ai même fait, il n'y a pas très longtemps, un accouchement à 4 mains avec une sage-femme. Oui, donc ça, quand tu as une confiance, enfin, plutôt que la sage-femme a suffisamment confiance en toi, que vous travaillez ensemble depuis longtemps, c'est vrai qu'elles peuvent vous faire participer, nous faire participer à des choses qui sont incroyables. Ah ouais. Donc, oui, ça m'a marqué quand il m'a dit. Très volontaire en plus et impliqué, elles ont du plaisir à transmettre aussi. J'avoue que effectivement, quand c'est comme ça, le travail est plus fluide. Et quand on m'a proposé de faire un accouchement à 4 mains, j'étais là. Mais non, mais t'inquiète et tout, mais viens, tu vas kiffer. Et effectivement, j'ai adoré faire un accouchement à 4 mains. C'est magique, quoi. Oui, non, je comprends ton émotion. Surtout que toi, en plus, tu avais envie à l'époque d'être infirmière. Donc, on voit que tu as ce goût quand même pour tout ce qui est soins et que ça va toujours te plaire davantage d'apprendre et de découvrir. Donc, oui, ça, c'est la chance quand on travaille avec une multitude de professionnels, c'est qu'on voit... On voit plein de choses. On voit plein de choses. Et au niveau de la relation avec les parents, est-ce que toi, tu interviens dans la relation avec les parents? Alors, oui. Alors, oui et non. Hein. J'interviens s'ils ont des questions ou si je vois qu'il y a une inquiétude. Voilà, j'aime bien rassurer parce que je me dis, si c'était moi ou un membre de ma famille, j'aimerais qu'on vienne
lui donner les infos. Donc, par exemple, quand un bébé va pas très bien, j'essaye de voir est-ce que le pédiatre ou la sage-femme veut que j'aille transmettre des informations et quelles informations je peux transmettre. Est-ce que je peux ramener le papa? Est-ce que voilà, ou s'il y a des questions parce que c'est un premier bébé et que la dame elle sait pas comment faire la mise au sein ou qu'elle sait pas comment le prendre, elle sent gauche. Bon voilà, je vais l'accompagner, je vais la rassurer, etc. Très bien. Oui, parce que là, en fait, où tu travailles, normalement, toi, t'interviendrais plus après, quand l'accouchement est terminé, auprès du bébé, quand il est là. Mais t'es pas forcément présente à l'accouchement, ça dépend avec l'équipe avec laquelle t'es, en fait. Ouais, ça va dépendre avec l'équipe avec qui je suis. J'y vais. Si je suis avec une équipe où c'est un peu plus compliqué, je m'abstiens, je fais juste les mesures. Je fais la base, mais je vais pas à l'accouchement, quoi. Après, c'est difficile de freiner ton travail parce que sinon, il y a une mésentente avec l'équipe, ça c'est un peu compliqué. Après, c'est aussi la réalité du terrain, c'est qu'il y a des équipes avec qui ça se passe bien et des équipes, ça peut être entre 8 et 15 personnes, selon les services dans lesquels on est. Après, avec le jour, la nuit, parfois dans un service, il y a 40 personnes, sauf qu'on se croise parce qu'il y a le jour, la nuit, etc. Oui. Mais il y a énormément de personnalités. Donc moi, j'ai les mêmes expériences que toi. J'ai des équipes où c'était comme une famille, clairement. Et j'ai des contacts. Et il y a des équipes où l'ambiance de l'équipe m'a fait vouloir changer. Donc je sais très bien que... Après, c'est comme dans tout travail, quand il y a une équipe, il y a des personnalités différentes, etc. Mais il faut aussi le dire que c'est à la réalité et que soit on peut s'adapter dans la mesure du possible, mais après si c'est trop pesant, faut pas non plus se rendre malade et changer si c'est pas possible de faire autrement. Parce qu'on a la chance de pouvoir aller dans plusieurs secteurs, donc il faut pas s'entêter et se faire souffrir trop longtemps si c'est trop pesant. Mais c'est vrai que toi tu as l'air d'avoir plein de volonté, d'ambition, donc te dire que tu dois être freiné pour pas qu'il y ait de conflit, c'est vrai que c'est pas l'idéal pour toi. Voilà, donc non, parce que surtout que les sages-femmes aimeraient beaucoup plus et qu'au final personne ne dit rien, donc c'est assez compliqué. Mais comme je dis, moi je pars du principe où je force personne à faire ce que je fais, je le fais. Ça veut pas dire que ma collègue doit le faire et je changerai pas non plus parce que c'est ma façon de travailler, parce que j'ai des collègues auxiliaires du coup qui se sont entre guillemets, qui ont eu un petit coup de pression et qui du coup... Mais un coup de pression, on est d'accord, par des personnes du même grade que toi, pas par la cadre. Oui. Voilà. Non. Voilà, par des collègues aides-soignantes, quoi. Voilà, alors que ce soit des aides-soignantes, ça aurait pu être des auxiliaires, ça c'est pas vraiment le grade, mais en tout cas, il y a aussi... Alors pour l'expérience que j'ai eue, je sais très bien aussi que quand on ne s'impose pas, on a vite fait aussi de se faire bouffer. Et c'est vrai que c'est dur parce que on est un peu douce, gentille, qu'on veut bien faire, c'est vrai qu'on accepte des fois le pouvoir en fait de quelqu'un qui n'en a pas. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi qu'on prend avec le temps et justement avec l'expérience, la bouteille, peut-être que t'oseras plus t'affirmer et faire ce que t'as envie de faire même quand les gens sont dans leur présence. Mais ça c'est avec aussi l'expérience qu'on acquiert une certaine confiance et certitude dans ce qu'on fait. Mais ça fait partie aussi, je pense, du métier, d'apprendre à se faire confiance et à imposer son rôle, surtout quand il est légitime pour le coup. Moi je me dis, je suis pas parfaite. Mais dans ma prise en charge, je me dis, moi, comment j'aimerais qu'on prenne en charge ou comment j'aimerais qu'on prenne en charge quelqu'un qui est de ma famille ou une amie. Et voilà, du coup, j'estime que moi, ma prise en charge, elle me paraît correcte. Donc, j'ai envie de continuer comme ça, que ça plaise ou non, en fait. Oui, et puis surtout... Quand je pars de ma journée, je suis contente de laisser la famille avec de la confiance. Ok, elle va avoir des doutes, mais ça va, elle va... Ouais, tu vois. Oui, tu as fait, c'est le rôle d'une auxiliaire, de toute façon, là tu remplis ton rôle à 100% et continue en fait, il faut pas se cacher de faire bien, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est hallucinant presque de devoir se faire en cachette son travail parce que les autres n'ont pas envie de faire le leur, enfin tu vois, c'est... Voilà. Donc il faut travailler dans une équipe de filles, de toute façon c'est jamais compliqué, il y aura toujours des pia, moi j'appelle ça, mais après il faut rester droite avec ses valeurs à soi. Bien sûr. Si t'as pas envie de faire partie des pia, t'écouteras pas ce qui se dit, ou si t'as envie de travailler d'une certaine façon parce que t'estimes que t'es dans ton droit, fais-le en fait. Bien sûr. Voilà. Parce que c'est les familles sinon qui en pâtissent, moi je trouve. Oui, et puis de toute façon, effectivement, on peut pas laisser... ça serait vraiment triste que la prise en charge soit de moins bonne qualité à cause de la mésentente des équipes, et ça peut arriver, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment lutter contre ça.
et continuer de faire les choses. En plus, donc voilà, là, t'as 6 ans et demi d'expérience, t'es malgré tout comme un début de carrière, donc t'as encore plein de motivation, d'énergie, donc tu vas pas commencer à freiner tes envies, tes ambitions par peur, voilà, d'être peut-être critiqué, etc. Donc non, continue de bien faire et enfin, faire ton métier, c'est de rendre service aux familles et aux enfants, et puis tu le fais brillamment, donc continue. Moi je suis très contente quand j'entends ton discours, je suis rassurée de me dire qu'il y a des gens comme toi à l'hôpital, même si je sais qu'il y a plein de gens extraordinaires, mais quand j'en rencontre, je me dis voilà, je suis contente si un jour ma soeur, ma cousine accouche, voilà, j'aimerais qu'elle tombe sur toi, donc non, il faut que tu continues de faire ton travail avec le cœur, et comme il de toute façon devrait être fait, donc non, c'est parfait. C'est parfait. Et là, comment tu te sens au niveau de... Là, justement, en ayant 6 ans d'expérience, tu te sens avoir une confiance à peu près dans tous tes gestes, ou tu sens que tu as encore des choses à apprendre? Je pense qu'on a toujours à apprendre des choses, parce que tu n'es jamais à l'abri de quelque chose qui peut arriver. Donc, je trouve qu'il faut toujours se mettre à jour sur plein de choses. Donc je trouve qu'il faut, je dirais pas que je connais tout, j'ai des connaissances. Maintenant, je pense qu'il m'en reste encore à apprendre, mais je sais pas lesquelles. Ça, c'est le temps qui va me faire apprendre ça. La dernière fois, je discutais avec une ancienne collègue qui me disait que maintenant, les soins du cordon, ils les font plus à la biceptine, ils le font à l'eau au savon. Tu vois, donc il y a toujours des petites choses qui changent avec le temps. Oui, puis ça change aussi d'un hôpital à un autre, parfois, effectivement, des fois, c'est... Oui, tout à fait. Oui, donc bon, je me dis, quand je peux faire des formations, donc j'ai fait tout ce qui est réa bébé en salle de naissance, j'ai fait une formation spécifique pour voir jusqu'où mes compétences pouvaient aller et qu'est-ce que je pouvais faire en plus de ce que je faisais déjà. J'ai fait l'accouchement inopiné, parce que comme on travaille aux urgences, ça nous est déjà arrivé d'avoir des accouchements aux urgences et de pas avoir le temps. Donc tout ça, voilà, c'est des choses où je me forme au quotidien en me disant, ça, on sait jamais, ça peut m'être utile soit dans ma vie, soit dans ma vie professionnelle. Oui, donc, je trouve qu'il faut beaucoup se former. C'est intéressant, ouais, effectivement. Ouais, je trouve qu'il faut vraiment, généralement à l'hôpital public, en tout cas, les formations, tu y as accès assez facilement. Donc, faut pas hésiter à aller se former sur des choses où on se sent pas à l'aise, en fait. Oui, et puis c'est très 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 intéressant. Toutes les formations qu'on a chaque année disponibles, c'est très intéressant. Et est-ce que toi, tu as déjà encadré des stagiaires, du coup, dans le cadre de ton travail ? Oui, je l'ai déjà fait quand j'étais de nuit, parce que j'ai une petite stagiaire qui est venue un petit peu de nuit. D'accord. Et je l'ai fait. Et ici, je le fais. Alors, on m'a attitré ça sans me demander, donc j'ai adoré. Mais bon, effectivement, alors c'est rare que nous, les étudiantes, elles viennent en salle de naissance. Elles vont plutôt en suite de couche, mais souvent dans la suite de couche, on les envoie quelques jours en salle de naissance pour qu'elles voient un petit peu ce que c'est. Donc effectivement, souvent, j'en ai pendant 2-3 jours avec moi. En salle de naissance, je leur explique, je les accompagne, je leur demande si elles veulent voir une césarienne ou un accouchement voix basse, ou les deux, si l'opportunité se fait de faire les deux. Et effectivement, je les encadre quelques jours. Très bien. Oui, donc là, ton travail est vraiment complet. Parce que c'est un plaisir aussi de former quand on aime son travail. Moi, j'aimais bien former les stagiaires, j'adorais ça. Donc, je pense que toi aussi, vu que tu es passionnée... t'apprécies transmettre je me dis que c'est potentiellement ma future collègue et j'espère lui donner cette envie de bien faire, de bien faire et de s'investir dans son travail, en fait. Très bien. Et là, à l'heure actuelle, est-ce que tu as un projet futur ? Est-ce que tu comptes rester dans ce poste ? Est-ce que tu as des idées d'autres secteurs ? Ou est-ce que quel est ton projet actuellement ? Est-ce que tu as envie de changement ou pas encore ? Alors, pour être tout à fait honnête, l'ambiance est un peu difficile dans l'équipe dans laquelle je suis. Donc, effectivement, je me pose la question de savoir est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Donc, j'aime la salle de naissance, donc je me dis pourquoi pas aller dans une autre salle de naissance. Oui, sinon, peut-être m'ouvrir à un autre service, parce que quand je travaillais de nuit, j'ai fait des heures supplémentaires de nuit, ou parfois j'ai été déplacée même, dans différents services comme la chirurgie pédiatrique, la pédiatrie générale,
Et du coup, je me dis, bon, j'ai bien aimé ce côté-là. Est-ce que je vais pas sur autre chose, comme des urgences pédiatriques? Je sais pas. Là, je en questionnement. Ouais, voilà. Ouais. Mais je sais qu'il y a du boulot, donc je m'inquiète pas du tout. Voilà, mais je me dis que la maternité, c'est quand même là où je suis le plus à l'aise. Donc, est-ce que je sors pas de ma zone de confort ou est-ce que je change pas juste d'hôpital et pas de service, quoi. D'accord, ouais, t'es en pleine réflexion. C'est-à-dire, je reste. Ouais. Ok, très bien. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu as le choix. Ça, c'est très important. Oui. C'est très important. Très bien, Gaëlle. Bah, écoute, je te remercie, en tout cas, d'avoir consacré cette heure avec nous. C'était très intéressant. Merci merci de nous toi. avoir donné autant voilà, d'anecdotes et puis surtout ton parcours, ça va aider énormément de filles qui nous regardent pour se projeter. Donc merci beaucoup et puis merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. Donc Gaëlle reste avec moi, je vais couper la vidéo. Je dis juste au revoir à nos auditeurs. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis vous pouvez également remercier pour sa participation. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir.